On voyait les familles, c'est terrible parce que le deuil, on ne le fait jamais complètement. On le garde toute sa vie. Ce sont des jeunes personnes, hein, je pense aux deux compagnes en particulier. Les militaires vont revenir dans l'action. Eux, il va y avoir un vide terrible pour eux. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, s'exprime. Richard Ferrand, vous étiez dans cette cérémonie, une cérémonie très très émouvante. C'était vraiment un sentiment d'unité nationale aujourd'hui. Je crois que c'est la nation tout entière qui aujourd'hui a tenu à s'incliner devant la mémoire de 2 soldats morts en héros pour sauver d'autres Français contre des ravisseurs et des terroristes. Et cela, ça mérite que tous ensemble, nous puissions témoigner, notamment à leurs familles, de notre profond respect et de notre solidarité. Et c'est pour vous aussi l'occasion pour les Français de resserrer davantage leurs liens avec leur armée? Je crois que les Françaises et les Français ont un profond respect pour leur armée. Mais c'est vrai que lorsque nos compatriotes sont prêts à aller jusqu'au sacrifice ultime, au sacrifice de leur vie, cela rappelle, je crois, à la France entière que notre armée est garante de notre sécurité partout où elle porte le fer contre le terrorisme. Emmanuel Macron a donc cité ces 2 officiers qui ont sacrifié leur vie en les reliant en quelque sorte à beaucoup de leurs prédécesseurs qui avaient donné notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale leur vie pour la France. Ils sont un exemple pour les générations de jeunes Français aujourd'hui? Sans aucun doute, mais je crois que comme le président de la République l'a fait, il faut toujours nouer les fils de l'histoire et comprendre que les combats pour notre liberté qui ont été menés par nos anciens dans des temps d'occupation, au fond, les combats que mènent nos soldats partout ailleurs pour nous préserver, autant que faire se peut du terrorisme, c'est toujours le même combat, celui des valeurs de la France, celui de notre liberté. Et c'est cela qu'il faut avoir à l'esprit chaque jour. Merci Richard Ferrand. Merci Frédéric. Les forces françaises qui sont engagées, Général Trinquant, en Afrique, dans plusieurs pays, au Bénin, au Mali, sont au-delà de la vie de ces 2 otages aujourd'hui. C'est évidemment la lutte contre le terrorisme islamiste. Oui, alors le terrorisme islamiste, ils ont combattu, on le citait tout à l'heure, au Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier que les forces spéciales n'étaient pas très nombreuses, mais très présentes, jusqu'à Raqqa, jusqu'à la prise de Raqqa. Donc, généralement, on ne le dit qu'à la fin. On ne le dit pas au début de l'opération. Mais aussi, je rappelle que l'opération Serval, qui a été lancée au Mali, a été faite pour empêcher des mouvements djihadistes de descendre jusqu'à Bamako et d'empêcher qu'un autre califat s'installe en Afrique. Et ce combat, il continue toujours. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le combat, il est politique, de développement. Et les militaires ont une part à jouer dedans. Et la part, elle est à jouer contre les terroristes qui utilisent des armes. Quand on utilise l'idéologie, déjà, on peut combattre l'idéologie, mais quand en plus cette idéologie est armée, on combat avec les armes. Ils n'ont absolument aucun état d'âme pour tuer les gens. On le voyait bien, on le citait tout à l'heure, le conducteur qui a été tué, il n'a pas été tué d'une balle dans la tête. Hein. Il a été tué par rafale appuyée sur lui. Ça a été un acte de violence incroyable. Probablement d'ailleurs. Le guide qui a été tué et dont on parle peu. Hein. Oui, dont on parle très peu. Parce qu'il a été tué dès le départ, mais probablement aussi pour faire peur aux otages en leur disant regardez ce qui pourrait vous arriver. Donc ce sont des gens qui sont d'une brutalité absolue. Et on a face à eux des gens qui ont toute la puissance, vous imaginez la puissance, les avions, les bombardements qu'on pourrait déclencher, et qu'est-ce qu'on envoie? Des hommes qui se sacrifient pour pouvoir sauver les otages. Non pas massacrer tout le monde, mais sauver des vies et, bien sûr, éliminer, neutraliser les preneurs d'otages. Vincent ? On peut s'interroger sur ce que fait l'armée française au Sahel, et on doit d'ailleurs s'interroger sur la guerre, sur la stratégie, sur l'objectif qui c'est et comment éviter cet enlisement. Mais il y a une chose qui est bien claire, qui est tout à fait certaine, c'est que personne ne veut que l'armée française se replie. Aucun de nos alliés, aucun de nos voisins, même s'ils rechignent eux-mêmes à s'impliquer ou à financer cette opération dont ils n'ont pas choisi qu'elle soit déclenchée, personne, et surtout les Africains, personne ne veut que l'on s'en aille. Sauf que c'est effectivement la mobilisation aujourd'hui de 5000 hommes, que ça a un coût exorbitant, 4 milliards de dollars, 4 milliards d'euros quand même, depuis le début de l'opération.
sans compter 27 hommes qui ont été tués, sans compter les dizaines et dizaines qui ont été blessés, que tout ça, on n'en voit pas le bout parce que les États qui sont faillis dans toute cette région, finalement, ne profitent absolument pas de l'intervention française pour essayer de se réformer ou pour essayer d'arriver à une paix civile ou à un accord politique. Au contraire, ils en profitent pour récupérer l'argent qui s'évapore. Et donc, il y a une espèce de piège qui est terrible. On ne peut pas se retirer, on est nécessaire sur place et en même temps, on ne peut pas se satisfaire de la situation telle qu'elle est et qu'elle se dégrade. Teddy Palassi, je rappelle que vous êtes un ancien membre des commandos marines. Vous êtes en contact avec des membres des commandos qui sont en mission actuellement. Les deux soldats, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, étaient en mission depuis le 30 mars au Sahel. Ces missions-là durent combien de temps ? Ça dépend. Là, ils sont partis à peu près pour 3-4 mois. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous imaginez, dans un groupe de 10-20 personnes, on en a 2 qui sont décédés la semaine dernière. Et eux, pendant 2 mois et demi, ils vont continuer à travailler Ils ne vont pas oublier, mais ils vont continuer à être professionnels. C'est-à-dire qu'il y a eu un drame dans leur équipe, mais dès aujourd'hui, dès demain, ils continuent à faire des sorties, ils continuent à traquer les terroristes là-bas. Et c'est ça qui montre, qui prouve vraiment l'expérience et le professionnalisme de ces unités, en fait. Parce que c'est pas évident de perdre un camarade devant vous et de continuer le combat. Quand on prend, c'est déjà arrivé avec notre grosse mission HK35 où le CTLO Trépel, on a perdu Jonathan Lefort-Strong, donc Strong qui est son pseudo. Imaginez, ils sont tombés en embuscade dans une maison. Le feu a duré pendant 7 heures. Pendant 7 heures, ils se sont retrouvés contre 60 insurgés. Lorsqu'ils ont récupéré le cadavre de Jonathan, plus le collègue qui a été blessé, qui eux sont repartis en hélicoptère à un endroit donné, les forces spéciales, donc le CTLO Trépel, a continué une infiltration pour sortir de la zone et retrouver. Ils sont rentrés à pied sur le camp. Vous imaginez ? C'est-à-dire s'ils font 7 heures de combat, l'hélicoptère arrive, récupère les hommes blessés et l'homme Strong qui était décédé, et eux repartent à pied, tout en gardant un dispositif pour pouvoir réengager le feu et se retrouver peut-être face à l'ennemi. Donc moralement et psychologiquement, c'est très très dur, mais il faut faire le job. Et on va rejoindre Florian Litzler aux Invalides. Florian, vous vous trouvez avec un père qui a perdu son fils soldat au Liban. C'est ça, effectivement, Monsieur Torel. Votre fils a été tué pendant l'attentat du Drakkar, je crois que c'était en 83 à Beyrouth. Il y a eu, je crois, c'était 58 militaires français tués ce jour-là. C'était particulier pour vous de venir ici ? Ben oui. Ben oui, hein, c'est pas... Comment vous vous êtes senti ? Mon fils, je suis ému quand même. Hein. C'est vrai que avoir perdu un enfant aussi, c'est vrai que ça me fait quelque chose. Hein. On a vu la douleur des familles sur les images. Oui. C'est vrai que ça fait mal quand même. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait qu'il y a quand même un public nombreux, il y a beaucoup de monde, des civils qui sont venus rendre hommage, c'est important ? Bah oui, c'est important. C'est quand même les militaires, c'est quand même... c'est très important, hein. Bah oui. Merci, Monsieur Torel. Bien rien. Vous voyez, donc le public est encore là, même si l'hommage est terminé, il reste encore quelques personnes en train actuellement de se recueillir. Voilà, la ministre des Armées, Florence Parly, avait d'ailleurs demandé aux Français de venir saluer le cortège quand il passait sur le pont Alexandre III, de venir dire le soutien du peuple français à ces soldats morts pour la libération des otages. Teddy Palassi, des cagnottes d'ailleurs ont été mises en place aussi, c'est un autre acte de soutien, des cagnottes mises en ligne pour soutenir les familles, notamment des 2 soldats et du guide qui a été tué. Exactement. Il y a eu des cagnottes qui ont été mises en place. Malheureusement, il y a des mauvaises intentions sur ces cagnottes, puisqu'il y a eu plusieurs cagnottes qui ont été créées, mais qui n'a pas été créées par les militaires ou par l'armée ou par le ministère des Armées. Du coup, ce matin, j'ai eu la confirmation d'une cagnotte officielle qui a été directement créée par les membres de l'équipe de Cédric et Alain qui sont encore sur place. Et celle-là est officielle. C'est Cédric et Alain, nos frères d'armes. Voilà, en fait, elle était intitulée Cédric et Alain, nos frères d'armes. Et c'est une cagnotte sur Litchi, avec les 2 photos des soldats disparus, qu'on signale la bonne, tant qu'à faire. Exactement.
C'est important pour les familles générales de voir ce soutien, la présence du public. Et aussi, c'est un nouveau soutien qu'on voit depuis quelques mois, des cagnottes mises en ligne. Oui, alors ça, c'est une nouveauté, j'allais dire. Ouais. Les armées accompagnent, mais accompagnent aussi par des fondations qui sont financées par différents moyens, des concerts, des choses comme ça, et qui permettent d'accompagner au-delà de ce que fait, j'allais dire, la sécurité sociale, les mutuelles, etc. Et c'est important parce que souvent, il y a des tas de choses qui ne sont pas prises en compte pour les familles. Je pense surtout aux blessés, pour l'accompagnement des blessés. Et c'est très important ce soutien parce que la vie change complètement du jour au lendemain. Vous vous retrouvez là, j'allais dire, il n'y a pas d'enfants, mais veuve avec des enfants. Oui. Justement, est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique pour aider les familles et pour aider aussi ceux qui retournent Alors maintenant ça existe. Vous savez que le problème psychologique a été pris en compte il n'y a pas tellement longtemps. Moi, je commandais un bataillon au Liban en 92. Au retour, les Suédois m'ont demandé ce qu'on faisait. Et je les ai regardés disant, rien, on rentre. Eux, ils avaient déjà un accompagnement psychologique. Donc ça a été mis en place petit à petit et c'est extrêmement nécessaire parce que en plus, les combats sont extrêmement rudes. Ce que vous décrivez, Teddy, tout à l'heure en Afghanistan, vous imaginez un peu le choc que ça peut être. Donc il y a besoin de cet accompagnement, bien sûr. Quel est ce type d'accompagnement, Teddy Palassi? Justement, à savoir que sur les accompagnements, c'est pour ça, une fois de plus, que la partie unité spéciale force d'élite, il y a des sas de décompression qui se font à chiffres pour l'armée de terre et pour d'autres unités. Mais par exemple, lors des missions comme HK-35 qu'il y a eu en Afghanistan et peut-être cette mission-là, les commandos marines et d'autres unités spéciales ne passent pas par ces sas de décompression. Nous, ils retournent directement sur base ou dans leurs unités. Il y a quand même des psychologues militaires pour discuter un petit peu, voir comment s'est passée la mission. Mais après, on va dire notre socle, en fait, notre point d'ancrage, c'est la famille. C'est-à-dire que les gens, une fois que c'est passé, une fois qu'on veut rentrer, on veut rentrer avec sa famille, et voilà, c'est ça notre sas de décompression. Et il faut vraiment faire la différence parce que dans l'armée, on va dire conventionnelle, le degré de maturité n'est pas le même, les hommes ne sont pas les mêmes, donc forcément, dans certaines unités, on est obligé de passer par ce sas-là parce qu'il y aurait peut-être trop de personnes à un moment qui ont du mal vraiment justement à revenir à la réalité. Les forces spéciales, entre parenthèses, on est un petit peu au-dessus au niveau de cette partie psychologique, donc on ne passe pas forcément dans ces sas-là. Merci beaucoup, merci Teddy Palassi de nous avoir accompagnés pour cet hommage national. Merci de votre témoignage qui est rare. Merci Général Trinquant d'avoir été à nos côtés. Merci Vincent, merci Jean-Michel, merci les amis. Voilà les moments les plus forts de cet hommage national. On va les revivre avec Vincent Lamont. Ces officiers mariniers étaient des soldats hors normes. Comme peu d'armées dans le monde ont la chance d'en compter. Maître Cédric de Pierrepont, Maître Alain Bertoncello, vous qui vous êtes entraînés ensemble, vous qui avez combattu ensemble, vous que la mort à jamais a uni. Voyez la nation rassemblée dans cette cour des Invalides pour rendre l'hommage que vous méritez. Celui qui meurt au combat, dans l'accomplissement de son devoir, n'a pas seulement accompli son devoir, il a rempli sa destinée. Ce n'est pas un sacrifice, non. C'est le sens même de l'engagement. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.